avec nous. Vous le connaissez, Marcel Savard, ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. Monsieur Savard, bonsoir. Bonsoir. Un petit point sur ce qu'a dit le père qui était avec beaucoup de sang-froid, qui est venu lire un texte. Il a dit, Sophie Touga, il l'a nommée, l'enquêtrice n'a jamais lâché, elle nous parlait depuis 10 ans. Une enquête pour meurtre n'arrête jamais tant qu'il n'y a pas des menottes et qu'il n'y a pas un procès, M. Savard. Oui, tout à fait, parce que les enquêteurs au dossier, surtout comme Mme Touga, qui semble être demeurée au dossier toutes ces années, pour elle, ça devient important d'arriver à permettre à la famille, justement, de faire un deuil complet. Et l'objectif est pour elle d'arriver avec une conclusion et à tout le moins des accusations contre un individu. Ce qu'on a tenté à 2 reprises avant, justement, aujourd'hui, soit dans les moments suivants l'homicide et par la suite en 2015. Donc, on voit qu'elle n'a jamais lâché, que les enquêteurs ont toujours essayé de progresser pour obtenir une preuve qui satisfaisait aux prérequis du DPCP. On revient, Marcel Savard, à octobre 2014. Donc, Michael McDuff-Jalbert, c'est lui qui appelle la police en disant qu'il y a une femme morte sur la piste cyclable à Longueuil. Et dès le départ, les policiers le considèrent comme un suspect, le suspect principal, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à l'époque? Pourquoi on n'a pas pu l'accuser? On a essayé, puis on n'a jamais été capable. Ouais, il faut toujours regarder qu'est-ce que ça prend pour avoir une conviction de meurtre. C'est-à-dire qu'il faut regarder, est-ce qu'on n'a que des preuves circonstancielles à l'époque? Donc, des éléments qui, additionnés les uns avec les autres, nous permettent de reconstituer un puzzle. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on avait des preuves directes, donc des témoins, des gens qui avaient eu une vidéo de l'espace où il aurait pu être observé? Donc, ça, c'est du direct. Donc, on cherche à avoir, évidemment, le maximum de preuves. Plus on est dans le circonstanciel pour un dossier comme ça, plus c'est complexe et plus la preuve hors de tout doute devient de plus en plus difficile. Est-ce qu'à l'époque, on avait aussi recueilli des prélèvements sur la scène, sur la victime, qui ne nous permettaient pas à l'époque, justement, d'aller chercher un profil génétique d'ADN? Parce que la technologie, à l'époque, ça prenait quand même certaines quantités importantes pour demander un profil. Donc, peut-être la technologie n'était pas là. Donc, on avait certainement des éléments qui nous amenaient vers M. McDuff et on a tenté de présenter ces éléments-là au DPCP. Mais vous savez, le DPCP, souvent, ça leur prend une conviction assez forte qu'ils vont obtenir une condamnation. Donc, on n'était pas là il y a 10 ans. Mais donc, je reviens sur ce que vous dites. Il y a des il y a des prélèvements, c'est sûr, qui ont été faits à l'époque, il y a 10 ans, sur la victime, tout ça. Et est-ce à dire qu'on garde, en fait, qu'on garde en fichier des traces d'ADN qu'on a trouvées d'un individu X et que là, 10 ans plus tard, l'individu X, on est capable de faire le lien direct avec cet homme? 10 ans plus tard, avec des technologies qui ont évolué. Tout à fait. Donc, on a des prélèvements qui ont été faits. On a probablement tenté d'obtenir un profil génétique, soit qu'on a été capable, et par la suite, ce qui me surprendrait, parce que si on avait été capable d'obtenir un profil génétique et qu'on avait un suspect dans la mire, il aurait été certainement logique dans l'enquête d'aller chercher l'ADN du suspect et de les comparer. Légalement, s'entend. Mais probablement qu'on n'avait pas cette capacité-là. Les années ont passé, les appareils se sont améliorés et aussi les banques de données pour faire la comparaison. Vous savez, ça prend donc de l'ADN saisi sur les lieux, qui n'est pas l'ADN de la victime, qui est un ADN inconnu, et ça prend des banques de comparaison. Et les banques de comparaison, dans les 10 dernières années, ça a explosé parce que, justement, on s'est ramassé avec des millions de profils génétiques qui proviennent, justement, des banques de données où les gens veulent, en ligne, avoir un arbre généalogique de leur famille ou de leur descendance. Tout à fait. Je me souviens, à l'époque, on avait dit la police de Longueuil a fait des gaffes et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire avec le recul? Est-ce que c'est la SQ qui aurait dû intervenir? Tout ça? Bon, là,
C'est à la SQ à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du travail des policiers à l'époque? C'est de l'argumentation qui date de plusieurs années. Hein. D'abord, il faut se rappeler que les niveaux de service, parce que la loi sur la police prévoit les niveaux de service, et la ville de Longueuil, l'agglomération maintenant, a le pouvoir et le devoir de s'occuper des homicides. Quand on parle de crime organisé en matière d'homicide, c'est transféré systématiquement à la Sûreté du Québec. Donc, Longueuil avait déjà cette possibilité de faire des enquêtes. Après, il faut regarder l'expérience, les compétences acquises et le nombre de cas. Et c'était ça le sujet. On disait, est-ce que un groupe d'enquête qui va faire 1-2 homicides par année peut prendre tous les moyens ou penser à tous les moyens qu'un autre groupe d'enquête qui en fait 15, 20, 30 par année. Donc, c'était ça l'enjeu. Mais je vous dirais qu'à l'époque, il faut faire attention parce qu'on a des dossiers extrêmement difficiles. Si la preuve directe circonstancielle d'ADN et les techniques judiciaires employées ne sont pas disponibles, même un groupe d'enquête d'expérience va arriver à un mur à un moment donné. C'est ça que je voulais entendre. C'est ça. C'est ça que je me demandais. Est-ce que vous dites, même si ça avait été hypothétiquement transféré, même si on ne devait pas le faire ailleurs, c'est pas sûr qu'ils auraient réussi non plus. Voyons voir en cours si tout ça va tenir. Marcel Savard, merci de nous avoir donné vos lumières. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir.